Alors pour parler puisque c'est vrai que donc il y a eu la création enfin de la maladie d'Alzheimer et très vite les laboratoires pharmaceutiques ont cherché des traitements, des médicaments et dans les années 80, enfin, on a parlé de la maladie d'Alzheimer pour la première fois dans les années 70. Je pense que c'est au milieu des années 80 qu'il est apparu le premier traitement. C'était la tacrine, je crois. Qui servait avant à traiter une autre pathologie, mais on l'a appliqué donc aux personnes diagnostiquées Alzheimer. C'était, je sais pas si c'était un anticholinestérase, de la famille en tout cas des anticholinestérases. Le but étant, la maladie, on ne l'arrête pas, on va pas soigner la maladie, mais on va retarder le déclenchement de ces symptômes. Et très vite, la tacrine a été prescrite de façon générale. Et très vite, elle a été il a commencé à y avoir des critiques, notamment de la revue Prescrire, hein, pour ce qui est de la France. Et elle a été retirée, je crois, c'est en 2004. Non, au début des années 2000, la tacrine n'est plus en vente parce qu'elle déclenchait, au niveau du foie, elle avait des effets secondaires très très graves et donc entraînait même apparemment la mort de certains patients. Donc la tacrine a été retirée du marché, a été remplacée par 3 médicaments anticholinestérase qui joue sur une enzyme, qui essaie de préserver la sécrétion d'une enzyme. Alors les noms, je m'en souviens plus, c'est la donnée, il y a la Ricept, la mémantine, c'est le 4e, Excellon, et voilà, Réminil, voilà. Et donc c'était les anticholinestérases. Qui ont été prescrits, alors de façon générale, toutes les personnes qui étaient diagnostiquées Alzheimer, on leur prescrivait donc un de ces 3 médicaments. Et en bithérapie, un 4e médicament qui s'appelle la mémantine. Je crois que c'est la molécule. Le nom, je m'en souviens. Galantamine, et donc un 4e médicament qui arrivait en bithérapie. Donc la plupart des personnes, on leur prescrivait ces médicaments, notamment pour essayer de les conserver le plus longtemps possible à domicile, pour toujours retarder les effets de la maladie. La maladie ne pouvant toujours pas être soignée, le fameux vaccin n'ayant toujours pas été trouvé. En fait, très vite, il y a aussi, je pense, c'est le service pharmacologique de Toulouse, la revue Prescrire et d'autres chercheurs qui ont eu des avis très critiques vis-à-vis de ces médicaments, dénonçant leurs effets secondaires, dénonçant leur peu d'effets, c'est-à-dire très très peu de personnes étaient sensibles à ces médicaments, et que les gains obtenus étaient dérisoires par rapport aux risques encourus. Donc il y a eu tout un mouvement critique, mais en 2008, je crois, la Haute Autorité de la Santé, la HAS, a émis, qui réunit des experts, pour décider dans quelle mesure ces médicaments sont efficaces et dans quelle mesure ils vont être remboursés, a émis, alors je me souviens plus, mais c'est un avis très favorable vis-à-vis de ces médicaments, qui ont donc continué à être vendus. Ils se vendaient une boîte de Aricept, c'était 100 € et ça faisait un mois. Donc, quand c'était en bithérapie, ça faisait 150 ou 200 € par mois, et multiplié par 400 000 personnes, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, pendant tout ce temps-là, les laboratoires se sont mis beaucoup d'argent dans les poches, surtout qu'ils avaient réussi à imposer un prix de vente très haut. Ce n'était d'ailleurs pas du tout justifié. Donc, oui, le service médical rendu a été décrété comme important. Donc, il y a une association de médecins généralistes qui s'appelle le Formindep, très proche de la revue Prescrire, qui a réagi et qui a fait une enquête et qui a découvert que la plupart de ces experts du comité destiné à qualifier donc qualifier les médicaments anti-Alzheimer, la grande majorité de ces experts avaient des conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques et travaillaient très souvent pour les laboratoires pharmaceutiques qui préparaient ou qui commercialisaient ces médicaments. Donc en 2011, il y a eu de nouveau une évaluation et le service médical rendu a été revu à la baisse, étant pratiquement au plus bas. Mais je me souviens plus exactement. Le plus bas, c'est nul. Et là, c'était pas nul, c'est inexistant. Enfin bon, voilà. Ils ont échappé
au déremboursement, mais ils peuvent continuer à être prescrits. Et donc, malgré le service médical rendu pratiquement inexistant. Et ce que j'ai appris, c'est que la sécurité sociale, comme c'est les personnes Alzheimer, rentrent dans un cadre très précis, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le fait que ces personnes diagnostiquées Alzheimer rentrent dans ce cadre, même si ces médicaments ont un service médical rendu quasiment nul ou inexistant, ces médicaments continuent à être remboursés à 100% par la sécurité sociale. Donc voilà. Mais quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande médiatisation de ces débats de la HAS en 2011. Beaucoup de leaders d'opinion proches des laboratoires pharmaceutiques sont intervenus dans les médias pour défendre les médicaments, en disant que si on supprime les médicaments, si on les dérembourse, eux, ils vont se retrouver démunis. Ils ne pourront plus prescrire, ils ne pourront plus diagnostiquer la maladie d'Alzheimer parce qu'ils n'auront rien à proposer. Donc il y a eu un battage médiatique intense qui fait que quand même, les débats ont été rendus publics, les critiques vis-à-vis de ces médicaments ont été rendues publiques, et on a assisté quand même, depuis 2011, à une baisse de la prescription de ces médicaments. Il faut savoir que ces médicaments avaient des effets, moi j'ai pu le voir, avaient des effets normalement, ils avaient des effets qui ne duraient que 2 ou 3 ans. Moi j'ai pu voir, et j'ai pu lire aussi pas mal de témoignages là-dessus, qu'à partir du moment où une personne, on lui prescrivait ses médicaments, jusqu'à la fin de ses jours, on continuait à lui administrer ses médicaments. Moi par exemple dans l'EHPAD où était ma mère, j'ai pu, puisque je préparais un film documentaire, j'ai pu me rendre dans l'EHPAD la nuit, et l'infirmière m'a montré le cahier avec chaque patient et les médicaments administrés. Elle ne pouvait pas me faire de commentaires, elle m'a dit juste regardez, je n'ai pas le droit normalement de vous le montrer, mais il y avait des personnes qui avaient jusqu'à 15 médicaments, et pratiquement les 3/4 avaient encore, alors que ça faisait des années qu'elles étaient là, elles étaient passées dans un stade très sévère de la maladie, et on continuait à leur administrer ces médicaments. Alors là, ça permet aussi d'aborder ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui a été dénoncé aussi par, je crois, le docteur Montastruc au service pharmacologie de Toulouse, et qui n'a eu que très peu d'impact aussi. C'est que une personne âgée à qui on administre 10, 15, 20 médicaments, et ça c'est assez fréquent, on ne maîtrise plus du tout l'effet de ces médicaments. Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Notamment l'agressivité de certaines personnes peut être la conséquence de ces médicaments. La grabbatisation peut être aussi la conséquence de ces médicaments. Moi, j'ai pu voir le témoignage, par exemple, d'un aide-soignant qui travaillait la nuit. Il disait les docteurs ont tellement peur d'avoir des problèmes que dès qu'une personne a des problèmes de constipation, on va lui donner des médicaments qui vont la faire aller au sel. Puis après, la personne ne peut plus se maîtriser. On va lui donner un médicament pour qu'elle arrête d'aller au sel, et puis après ça va lui procurer des problèmes d'estomac, on va lui donner un médicament pour soigner le problème, et c'est un effet de boule de neige, et ça c'est catastrophique. Et pour parler de la maladie d'Alzheimer, par exemple, moi on m'a dit, au début quand j'étais confronté à ça, on m'a dit, mais vous savez, la grabbatisation de votre mère, elle sera inéluctable, ça fait partie de la maladie. J'ai eu l'exemple totalement contraire, puisque j'ai passé un mois d'observation dans une unité à Tonneins, c'est toujours dans le Lot-et-Garonne. C'était une unité, alors c'était pas un EHPAD, c'était une unité pour les personnes très sévères, qui dépendait du service hospitalier de Marmande, et où atterrissaient toutes les personnes qui venaient soit des EHPAD, soit des hôpitaux psychiatriques, et dont les services ne savaient plus quoi faire. Donc à des stades très très sévères, absolument ingérables. Et le docteur Bonnevet, qui dirigeait cet EHPAD, la première chose qu'il faisait, il prenait la liste des médicaments et il supprimait les 3/4 des médicaments. Après, il s'était battu, le docteur Bonnevet, pour avoir un ratio de 0,8. Il voulait 1. Alors le ratio, c'est le nombre de soignants par rapport au nombre de résidents ou de patients. Donc quand on dit un ratio de 1, par exemple, c'est qu'il y a un soignant pour un patient.
C'est pas toute la journée, c'est sur l'ensemble du service. Alors, ce qui est un grand pas en avant, ça veut dire que quand une personne, moi je l'ai vu dans le service du docteur Bonnevet, quand une personne piquait une crise de nerfs, devenait très agressive, dans beaucoup d'EHPAD, on prend la personne, on va lui donner un médicament pour qu'elle se calme. Là, tout de suite, il y avait quelqu'un qui se détachait, le docteur lui-même ou quelqu'un prenait la personne, l'amenait à l'extérieur, il y avait un jardin, ou passait du temps avec elle, il y avait une autre aide-soignante qui venait, on s'occupait de la personne, on essayait de l'apaiser par une présence affective ou une attention. Les personnes n'étaient pas réveillées le matin à 7 heures, mais pouvaient se lever à l'heure qu'elles voulaient. Il y avait tout un tas de... Enfin, pour les repas, par exemple, on leur faisait des toasts ou des tartines. Elles pouvaient se nourrir elles-mêmes, de temps en temps avec l'aide d'un aide-soignant. Il y avait tout un tas de... Le service lui-même tournait en permanence pour le bien-être des patients qui étaient là. Lui s'était battu pour avoir donc suffisamment de personnel. Et il mettait en application une méthode qui s'appelle toujours l'humanitude, qui est une méthode malheureusement qui est devenue une marque déposée, qui a été privatisée. Mais en fait, c'est une méthode qui, à mon avis, devrait être enseignée dans toutes les écoles d'infirmières ou d'aides-soignants, qui est une approche bienveillante vis-à-vis d'un patient. Comment un infirmier ou un aide-soignant devrait se comporter avec quelqu'un? C'est très simple. Enfin, moi, au lieu de rester debout quand vous vous adressez à la personne, vous mettez à sa hauteur, vous lui prenez la main, vous le regardez dans les yeux. C'est tout un tas de techniques de bienveillance qui permet, et puis lors des toilettes, lors des repas, ça permet d'échapper à beaucoup d'agressivité. Parce que souvent les aides-soignants vont se heurter à la personne, vont déclencher une réaction violente. Voilà. Et donc ce service, moi je l'ai trouvé extraordinaire. Il n'y avait pas de grabbatisation, curieusement. Il n'y avait pas d'escar. Il n'y avait pas de crise de violence. Les personnes qui arrivaient dans un fauteuil roulant, et c'est pas un miracle, les personnes qui étaient dans des cas, donc c'était des cas désespérés. Moi j'ai vu en 15 jours, ces personnes devenaient complètement sereines, se lever. Et retrouver le sourire et n'étaient pas dans la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'elles allaient vivre plus longtemps, quoi. Mais au moins elles passaient les derniers jours de leur vie dans la sérénité et dans la tranquillité. Les familles étaient impliquées, donc revenaient, n'étaient pas horrifiées par ce qu'elles pouvaient voir par ailleurs. Et donc il y avait une participation des familles. Et voilà. Donc le docteur Bonnevet a été remercié en 2012, je crois, parce qu'il coûtait trop cher. Donc on l'a renvoyé. Maintenant, il a décidé de plus s'occuper de service. Il fait des consultations mémoire, mais bon, voilà. Alors qu'il avait été consulté par le Sénat à l'époque. Je sais pas, il était visité. Le ministre était venu le rencontrer. C'était vraiment un exemple de ce que pour moi devait se faire dans un service. Alors que dans les EHPAD, la plupart des EHPAD, c'est en train de changer un petit peu. Je crois que par exemple la méthode humanitude ou la méthode comment ça s'appelle, Nicole Poirier de Carpe Diem. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout ça, et de plus en plus appliqué dans les EHPAD. Mais moi, ce que j'ai pu voir et les témoignages que j'ai pu entendre, c'est que la plupart venant soit de familles, soit de personnel soignant, parce que chaque fois, j'ai pu entendre énormément de plaintes de la part du personnel soignant, par rapport notamment à ce qu'on appelle la maltraitance. Il faut savoir que dans la plupart des EHPAD, les personnes âgées sont réveillées à 6h30, 7h. Pourquoi? On ne sait pas. Alors qu'elles n'ont rien à faire de la journée, donc on pourrait les laisser se réveiller quand elles veulent. Et les toilettes, le réveil et les toilettes se passent de 7h à 10h. 2 aides-soignants doivent réveiller, faire la toilette de 20 à 25 ou 30 personnes dans un temps limite. Des fois même, il faut qu'elle leur serve le petit déjeuner. Donc ça, effectivement, c'est de la maltraitance pour les patients et de la maltraitance pour les personnels soignants. Souvent, on a focalisé, moi je me souviens d'une émission, Zone Interdite, je sais plus, justement, qui était consacrée au docteur Bonnevet. Et avant, il y avait un documentaire, un reportage sur la maltraitance. Et là, on avait focalisé sur 2 aides-soignantes qui étaient présentées comme des monstres. Et le docteur Bonnevet, je me souviens, avait fait des commentaires après. Il dit, mais non,
C'est pas des monstres. On les a mis dans des situations dans lesquelles ces personnes se transformaient en monstres. Parce qu'elles ont leurs problèmes à elles, et on les met dans une situation où il y a la pression économique, il faut faire du chiffre, vous devez passer que 5 minutes ou 10 minutes avec une personne âgée. Alors si la personne âgée commence à faire de la résistance, n'a pas envie de se lever, c'est normal. Si on vous réveille à 7 heures, hein, que vous n'avez pas dormi de la nuit, mais il n'y a aucune raison qu'on vous lève. La personne âgée va faire de la résistance, l'aide-soignante va s'énerver, et voilà. Donc comment on engendrait de la maltraitance? Donc il y aurait une réflexion, je pense, à faire là-dessus, par rapport à l'accompagnement qu'on propose aux personnes âgées et qu'est-ce qu'on propose dans les EHPAD. Et d'ailleurs, pour revenir donc à l'action du Formindep, qui a donc permis, pas le déremboursement, mais au moins que les médicaments anti-Alzheimer soient revus à la baisse, la vente de ces médicaments soit revue à la baisse, le Formindep a évalué les centaines de millions qui ont été économisés par la sécurité sociale grâce à cette baisse de vente de ces médicaments dits anti-Alzheimer. Et ils ont chiffré que sur les 7000 EHPAD existants en France, cela pouvait permettre l'embauche d'une personne, d'un soignant dans chacune de ces EHPAD. Et ils ont écrit donc au ministère, aux autorités, et il n'y a eu en face aucune réponse. Ça n'a servi absolument à rien, et ils ne savent pas du tout vers où a été dirigée ces économies. Voilà. Donc peut-être que vous avez déjà des interventions ou des questions. Voilà, si j'ai bien compris, on n'a pas encore d'origine des maladies Alzheimer. Et si j'ai bien compris aussi, ça ressemble un peu à lupus. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Lupus, c'est une maladie qui attaque cerveau et mémoire. Je ne connais pas, non. Non. C'est deux maladies différentes. Des caractéristiques qui ne sont pas les mêmes. Non, mais ce que j'ai affronté moi-même avec personnes âgées, c'est difficulté quand personnes âgées refusent de prendre un médicament ou de la nourriture. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Voilà. Excusez-moi. Donc c'était par rapport à la recherche des médicaments. Oui. Donc oui, non, je lis parce que suite à l'action du Formindep, il faut quand même la lire. Il y a eu donc les grands leaders d'opinion sont mobilisés pour défendre les laboratoires et les médicaments. Et donc le fameux professeur Bruno Dubois, qui est alors fameux, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est omniprésent partout, qui a un pouvoir, alors qui est à la tête de je sais pas de combien d'institutions. Il est à l'hôpital La Salpêtrière. Et puis, là, j'ai pas. Il est à la tête de. Je me souviens plus des 2 ou 3 institutions qu'il dirige. Il est à la tête de je sais pas combien d'études, d'essais. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qu'on trouve partout, sur tous les plateaux de télé, dans toutes les radios. Et il a été coincé par France Inter dans l'émission Interception, et donc qui est vraiment extraordinaire, hein, cette émission. Et il se trouve coincé à un moment donné. La journaliste le pousse et il dit oui, je sais bien que ces médicaments ils ne servent à rien, mais je suis obligé de dire qu'ils servent un peu, car sinon ça désespère le malade. Voilà. Donc c'est l'effet placebo qui est reconnu. Donc la recherche aujourd'hui continue avec énormément de fonds publics. Après, il y a aussi les laboratoires qui investissent, mais surtout avec beaucoup de fonds publics, et n'a abouti jusqu'à aujourd'hui à absolument rien. Donc moi j'ai un chiffre de 2000 à 2012. 99,6% des 1031 essais menés ont été des échecs. Essais au niveau mondial. Hein. Essais menés pour trouver un médicament ou un vaccin. Et les 0,4% restants, donc c'est de 2000 à 2012, correspondent, je crois, à la mémantine, qui est un des 4 médicaments controversés. Donc ces mêmes 0,4% n'ont pas abouti. Donc c'est un échec total. Et cette recherche... Alors on pourrait se demander pourquoi, mais là je pense qu'il y a une focalisation de la part des laboratoires, il y a des intérêts, il y a aussi le pouvoir des leaders d'opinion qui se constituaient sur des théories
et la théorie notamment de la cascade amyloïde qui s'inspire des travaux de Louis Alzheimer, c'est-à-dire les plaques séniles basées sur des agrégats de peptides bêta-amyloïdes, sont pratiquement omniprésents dans toutes les recherches. C'est la base de toutes les recherches, alors que ces plaques amyloïdes sont controversées depuis longtemps. Notamment, il y a eu une étude menée aux États-Unis sur les nonnes, ça s'appelle l'étude des nurses. On a une équipe de chercheurs, je crois que c'est un Allemand, non, c'est pas un Allemand, c'est David Snowden, a mené pendant 20 ans, je crois, a suivi des religieuses dans un couvent aux États-Unis. Elles étaient plusieurs centaines, et elles ont donné leur accord pour qu'une fois quand elles seront mortes, on puisse, le professeur Snowden puisse disséquer leur cerveau. Donc, et notamment, je crois, Arte a fait un documentaire là-dessus qui est extraordinaire, et on voit une religieuse qui doit avoir 100 ans, qui a absolument toute sa tête, qui a encore beaucoup d'humour, qui est très présente, qui lit, qui échange avec les autres sœurs, et qui est absolument présente, qui est extrêmement lucide. Elle meurt, son cerveau est disséqué, et son cerveau est recouvert de ces fameuses plaques séniles, de ces fameuses plaques bêta-amyloïdes. Et donc, il y a eu d'autres recherches menées qui ont montré que les plaques amyloïdes n'étaient pas forcément liées à la maladie d'Alzheimer. Et certains chercheurs émettent même l'hypothèse qu'elle serait une conséquence de la maladie d'Alzheimer. Bon, en fait, on ne sait rien. Il y a des personnes qui sont mortes, qui avaient la maladie d'Alzheimer dans un stade sévère, qui sont mortes, on a disséqué leur cerveau, il n'y avait aucune trace de ces plaques. Donc, preuve qu'on ne sait jusqu'à aujourd'hui pas grand-chose encore. On ne sait pas traiter la maladie, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas encore, on ne connaît pas grand-chose, sinon rien, sur les causes de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a... Peut-être que vous avez des... Excusez-moi, vous travaillez avec des... Vous êtes médecin ou... D'accord. Oui, peut-être pour un des arguments, d'ailleurs, Martial van der Linden en parle là dans le reportage que vous avez fait, l'interview. L'un des arguments maintenant, qui est très pernicieux pour expliquer que les médicaments ne sont pas utiles, c'est qu'il faut faire, c'est sans doute parce que le diagnostic n'a pas été fait assez précocement. Et ça, vous pourriez peut-être en parler. Oui, parce que j'en viens. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, c'est quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait aujourd'hui du diagnostic pré-Alzheimer, Voilà. avec des gens qui ne présentent aucun symptôme. Et c'est le pré-MCI, le pré. Donc vous allez peut-être en parler. Oui, justement. c'est ça. Voilà, avec le fameux professeur Dubois. Voilà. Voilà. Alors là, excusez-moi, je crois que je vais être obligé de lire. Pour le moment, vous y avez échappé un peu. Oui, vous voulez intervenir? Allez-y. Oui. En fait, on était passé d'une maladie qui était absolument au-delà de toute ressource thérapeutique. Et quand le cognac s'est arrivé dans les années 90, ça a été un petit peu le verre qui était dans le fruit. On pouvait commencer à agir, faire quelque chose. Et quand il a été retiré à cause de la toxicité hépatique, presque tout le monde les neurologues étaient à l'affût du médicament qui allait lui succéder, qui ne serait pas toxique. Mais il y avait une attente. Alors après, quand la HAS a revu à la baisse l'ASMR, la preuve d'efficacité de ces médicaments, si je me souviens bien, c'était sans études nouvelles, c'est-à-dire en se basant sur les mêmes études, le même dossier qui avait conclu en 2008 ou 2007 à une amélioration du service rendu importante, et les mêmes éléments, quelques années après, ont fait conclure absence d'amélioration de service rendu. C'est quand même assez surprenant. Oui, c'est tout. Donc oui, on a assisté donc à partir de 2007, il me semble, à un bouleversement au niveau de la maladie d'Alzheimer. Jusque-là, les critères, c'était le MMS, la technique pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, c'était un certain nombre, une batterie de questions, de tests mémotechniques. Moi, j'ai assisté et c'était tout. Je ne sais même pas s'il y avait autre chose. L'IRM, je ne sais pas. En tout cas, non. C'était juste un test mémotechnique qui suffisait à vous diagnostiquer Alzheimer. Après, à partir de là, on vous balançait les médicaments, plein de choses.
Le docteur Bruno, le professeur Bruno Dubois, avec une équipe internationale, a fait une recherche donc dans les années qui a abouti en 2007. Et parce que, alors pourquoi? Après, quand je lis les articles de Evelyne Clément, par exemple, ça me fait poser beaucoup de questions sur les intérêts économiques des fabricants de neuroimagerie. Donc le professeur Dubois a mis une nouvelle technique. Ça a été une grande révolution, apparemment, selon lui, mais ça a quand même eu des graves conséquences. Les nouveaux critères pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer sont maintenant différents. C'est-à-dire, lui donne... C'est pour ça que là, j'ai peut-être besoin... Attends, excusez-moi. Hein. Oui, de toute façon, le professeur Dubois dit « Je considère que tout ce qui a été fait avant les biomarqueurs est à jeter à la poubelle. » Oui, voilà, il s'agit déjà de biomarqueurs. C'est-à-dire que pour lui, la maladie d'Alzheimer, jusqu'à présent, on parlait de maladie d'Alzheimer quand la maladie se déclenchait. Quand s'approchait, alors c'était un stade, il y avait le stade sévère, le stade pratiquement final, et au début c'est le stade, je ne sais pas comment il était qualifié, mais la maladie se déclenchait, mais il y avait déjà des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Lui, dans sa nouvelle définition de la maladie d'Alzheimer, il a créé, ou il a découvert un nouveau stade, c'est-à-dire avant la maladie d'Alzheimer, un stade pré-Alzheimer. Il y avait à un moment donné le MCI, Ouais, le mild cognitive impairment, effectivement, un stade qui serait premier par rapport à la maladie d'Alzheimer. Mais maintenant, vous allez peut-être le dire, il y a le pré. Voilà. Pré-Alzheimer. Maintenant, l'idée, c'est qu'il n'y a même plus besoin il faudrait diagnostiquer des personnes qui sont tout à fait normales, qui ne présentent aucun symptôme, et avec cette histoire de ponction lombaire. Enfin bon, voilà. Je vous laisse. Donc, le MCI, c'est ça. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Vous l'avez dit en anglais, mais voilà. Bon, et à l'époque, c'était pas un stade clinique. Je pense que c'était un stade pré-démence. Ouais. Alors que lui, le professeur Dubois, il a mis en place un nouveau stade de la maladie d'Alzheimer, qui est un stade clinique, qui s'appelle le stade prodromal, je crois. Prodromal. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont saines, mais chez lesquelles, grâce à des nouvelles techniques, on a diagnostiqué la présence de hauts risques de déclenchement de la maladie d'Alzheimer. Alors, lui, ça a été une révolution, ce stade prodromal, et il s'est accompagné, cette nouvelle définition de la maladie d'Alzheimer s'est accompagnée d'un rouleau compresseur, de la science derrière, et des laboratoires pharmaceutiques, et de tout un tas de sociétés de biotechnologie qui avaient leur matériel à vendre. Donc maintenant, les personnes âgées, les laboratoires ont essayé de s'y intéresser, il y avait un marché énorme, ça a été un peu un fiasco. Donc maintenant, ils ont focalisé leur recherche sur des personnes plus jeunes. Bon, c'est à partir de 50 ans, 60, 70 ans, mais sur des personnes qui sont pratiquement saines, mais qu'on va diagnostiquer Alzheimer au stade prodromal. Et on va se baser sur des recherches, alors, soit sur des imageries cérébrales, alors des PET scans, je connais pas trop tout ça. Il y a des IRM, des imageries plus sophistiquées, et on va aller jusqu'aussi aux ponctions lombaires, et toujours basé sur la recherche des plaques bêta-amyloïdes. C'est-à-dire que les PET scans vont essayer de détecter dans le cerveau la trace des peptides bêta-amyloïdes. La ponction lombaire, c'est aussi dans le liquide céphalorachidien, essayer de trouver des traces de bêta-amyloïdes. Mais on reste toujours focalisé sur la même théorie. Et ça va permettre, et maintenant un grand pas en avant a été fait, mais on va y revenir dessus, avec la génétique, puisque même maintenant, dans cette boîte à outils destinée à diagnostiquer des malades d'Alzheimer prodromal, au stade prodromal, maintenant on a rajouté la détection d'un gène
qui au début c'était dans le cadre de la recherche, mais apparemment ça commence à se généraliser maintenant dans les centres mémoire et on commence à faire des recherches génétiques. Et un gène pourrait aussi, alors qu'il y en a 21 qui ont été identifiés, mais il y en a un qui serait un peu banalisé dans les recherches. Donc la conséquence, c'est que maintenant on assiste à une explosion de... excusez-moi. J'ai oublié de l'éteindre. À une explosion de personnes diagnostiquées pré-Alzheimer. Alors, ces personnes... Alors, on assiste à une espèce de surenchère. Excusez-moi. On assiste à une espèce de surenchère. Dans mon article, je cite le rapport sidérant d'une association qui s'appelle Alois, qui travaille avec des centres mémoire, qui travaille en dehors des hôpitaux, qui fait un travail sur les médecins généralistes, justement, dans toute l'île de France, et dont le but était de sensibiliser les médecins aux nouvelles technologies, ponction lombaire, imagerie, neuroimagerie, et tout ce qui va avec. Et ils citent, par exemple, dans leur rapport, l'agence régionale de la santé leur avait fixé un quota à atteindre. Et eux, ils sont fiers de montrer qu'ils ont dépassé ce quota de personnes à diagnostiquer. Donc dans ce cadre, et qu'ils ont, par exemple, je ne sais plus en quelle année c'était, 2000 et quelques, ils ont permis le diagnostic de plus de 1000 personnes. C'est-à-dire qu'ils mettent à disposition des médecins, neurologues ou généralistes, la possibilité d'accéder à ces nouvelles technologies qui permettent donc, après, si on trouve des traces de bêta-amyloïdes, de diagnostiquer les personnes pré-Alzheimer. Et comme il n'y a aucun traitement qui existe aujourd'hui, toutes ces personnes diagnostiquées sont envoyées vers les essais thérapeutiques où ils vont servir de cobayes, entre guillemets, ils vont alimenter les cohortes destinées à subir les essais. Alors là, il y en a en pagaille, on en reparlera tout à l'heure. Tous les médicaments candidats, on va y revenir après. Et surtout aussi toutes les sociétés de biotechnologie qui mettent au point, parce que maintenant... on fait des recherches, on recherche une molécule miracle qui va permettre de traiter ces personnes, mais avec les molécules, maintenant, systématiquement, il y a la recherche d'un diagnostic compagnon qui va permettre, à travers l'usage de ces biotechnologies, neuroimagerie, gènes ou autres, ou ponction lombaire ou encore autres, de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer et de proposer un traitement qui va avec. Alors, toutes ces personnes au stade prodromal, dit pré-Alzheimer, qui sont en bonne santé, mais on peut se poser la question aussi à partir du moment où, même si vous êtes en bonne santé, on vous dit que vous avez la maladie d'Alzheimer ou qu'elle va se déclencher dans 10 ou 15 ans, ça peut quand même vous perturber. Et donc ces personnes servent de cobayes parce que le nouveau cadre thérapeutique entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine personnalisée. Et la médecine personnalisée, c'est quelque chose qui est en train de se préparer, que moi j'ai découvert durant cette enquête. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être aussi. C'est un nouveau type de médecine qui va être personnalisé, c'est-à-dire basé sur la recherche génétique, le séquençage génomique, basé sur les imageries, toute la batterie de neuroimagerie, destinée à prévenir les maladies. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, et le stade prodromal entre tout à fait dans ce concept de la médecine personnalisée. Vous aurez très certainement la maladie d'Alzheimer dans 10 ou 15 ans. Mais on va vous proposer un traitement que vous allez prendre de façon préventive pendant 10 ou 15 ans pour retarder ou peut-être éviter que vous ayez un jour la maladie d'Alzheimer. Donc ce traitement pour le moment n'existe pas. Toutes ces personnes servent de cobayes, mais la recherche est axée dans cette direction.